Bonjour à tous et bienvenue dans la Monday Night War, opus numéro 7. Aujourd'hui on va reviewer donc les Raw et les Nitro du 16 octobre 1995 en compagnie de l'ineffable Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour à toi, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Raw, en niveau des audiences, on est à 2,6 millions contre Nitro qui n'aura que 2,2 millions. Et pour ce qui est du Raw que tu vas commencer à nous récaper, on est devant toujours les 1500 personnes, avec toujours le mec habillé en vert au premier rang, avec les bras croisés, qui ne dit rien. On va avoir dans cette semaine, du bon. Et du beaucoup moins bon. Ah bon. Allez, vas-y. Bon, la dernière fois, c'est la dernière semaine où on verra donc ce mec en vert, parce que donc là, c'est le dernier épisode qui a été enregistré sur une session de 4 enregistrements à Grand Rapids dans le Michigan. Ça commence plutôt bien. Moi, j'ai pas mal aimé la petite promo au départ avec Bret Hart, Isaac Yankem et Jerry Lawler qui sont dans la cage pour hyper le match en cage qui aura lieu ce soir. Je trouvais ça super bien foutu. Le setup était cool là, que ça soit directement dans la salle, dans la cage. Les lumières sont uniquement sur le ring, tout le reste est noir. C'est un petit peu nouveau, c'est un petit peu différent de ce que présente habituellement la WWE. J'ai trouvé que c'était plutôt chouette pour commencer, même si c'est très court, mais ça a bien rempli sa fonction. On est accueilli par Jerry Lawler et Vince McMahon qui nous rappellent donc les règles du main event de ce soir. Si le King, donc si Jerry Lawler intervient, il sera enfermé dans une cage suspendue en haut de l'arène. On annonce aussi des mesures quand même assez drastiques. Dean Douglas et Mabel ont écopé de $7 500 d'amende suite à leur intervention dans le six-man tag de la semaine dernière. Tu crois que c'est un montant qu'ils sont obligés de payer, ou alors ils ont gagné l'équivalent en amende de $7 500, ils sont obligés de les bouffer? Ah, je pense que c'est la deuxième option. Ah, d'accord. Okay. En tout cas, moi, ça me choque quand même pas mal de voir que Mabel écope de la même somme que Dean Douglas, parce que moi, je hiérarchisais quand même la gravité de leurs actions. Oui, mais après, c'est l'intention qui compte, tu sais, c'est comme un cadeau. Oui, c'est vrai. Puis les tensions raciales sont quand même très fortes à ce moment-là, donc faut pas créer de problème. Bah écoute, il y a quand même un blanc, un black et un japonais. Donc c'est vrai qu'il y a du... faut pas faire de favoritisme. En parlant de tension raciale, on a un match avec Doink. Qu'est-ce qu'il raconte le mec qui commence le show contre Hunter Hearst Helmsley. Alors Doink, je sais pas ce que t'en penses, c'était sympa en 92, mais alors en 95, c'est plus que daté. 93, c'était encore bien. 94, c'était semi-bien. 95, on est en décalage très clair avec le monde réel. C'est un petit peu comme je trouve les angles de la WWE aujourd'hui. On a l'impression que les mecs ne vivent pas dans la planète Terre de 2019, quoi. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment voilà, la date d'expiration a largement été dépassée. Bon, voilà, tellement que c'est sa dernière apparition télévisée à la WWE. Ah oui, t'as fait des petites recherches à ce niveau-là? Tout à fait. Je pense que ça a été pas mal justifié, mais oui, c'est sa dernière apparition télévisée. Pour ce dernier match, même s'il ne le sait pas encore, il domine plutôt pas mal le début avec quelques conneries, mais bon, il se fait vite rattraper par toutes ces rigolades. Et Triple H reprend le contrôle pour plus jamais le perdre. Et voilà, enfin, il n'y a pas grand-chose à signaler à part que moi j'ai trouvé que pour le personnage de Hunter Hearst Helmsley, j'ai trouvé qu'il souffrait un peu trop là dans ce match. Il donne quand même pas mal d'attaques à Doink. Vince McMahon annonce là que ce dimanche à In Your House, Hunter affrontera Make a Difference Fatu. Voilà, juste après ça, il gagne le match avec un pedigree. Ouais, comme dit, moi j'ai trouvé que, alors c'est très court, ça dure même pas 3 minutes, mais j'ai trouvé qu'il a pas mal souffert, quoi, qu'il a été assez malmené. Bon, il continue son petit bonhomme de chemin là dans le mid-card. À ce moment-là, il est toujours invaincu à la télévision. Mais j'ai trouvé qu'un match, c'était un squash, mais j'ai trouvé que c'était pas une domination totale qui aurait pu mettre en avant Hunter. Bah, sachant que c'est la dernière apparition de Doink, alors je suppose que c'était pas forcément prévu à l'époque. Ils l'ont simplement fait catcher contre Doink sans savoir que Doink ne reviendrait pas. Oui. Mais si jamais c'était prévu ou autre, ils auraient pu le faire défoncer avec un pédigré en 2 minutes. Mais après, c'est clair que
Ouais, je sais pas, bon, c'est pas non plus aussi terrible que ça, quoi. Ah Mais non, 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 c'est sûr que ça reste un squash, comme dit, mais je trouve que pour son personnage, ça aurait pu se finir en 30 secondes, bam, pedigree, c'était fini, tu vois. ouais. Bon, Bon, moi je suis passé vite fait à la suite en me gardant oui. bien de trop blâmer les gimmicks de la WWE du milieu des années 90. Parce Ah que bah là, quand on parle de je me gimmick et de blâmer, il y suis- a un segment. Oui, mais bon, en même temps, je me suis aussi souvenu très rapidement de la gimmick du Shark à la WCW, donc je me suis Ah oui, bien. non, non, bien sûr, mais là, Faut c'est bien les années s'abstenir, quoi. 90 en général. Mais voilà, bon, dans le rayon inutile, là, on a quand même un petit segment entre Barry Horowitz dans les vestiaires et Akushi, cher à Jean Brassard. Hein. Un couchi, un couche-pète. Et donc, oui, c'est des petites vignettes où Barry Horowitz apprend la culture américaine à Akushi. Alors, la leçon du jour, c'est le baseball. C'est pas le meilleur choix, je pense, parce que le baseball, c'est quand même le seul sport américain qui est vraiment super populaire au Japon, quoi. Oui. Donc, oui, bon, c'est complètement raté. Ou alors enfin, c'est pas raté, peut-être que justement ils ont choisi ce sport pour montrer que l'américanisation de Hakushi est en très bonne voie. Parce qu'il a eu de la répartie et puis il a donné un petit peu comment dire, une réponse de mec qui s'y connaît, tu vois. Bah, rien qu'au niveau de Solo, qu'on voit vraiment son américanisation, là, c'est très frappant. Oui. Peut-être que la semaine prochaine il viendra avec des tatouages de burger sur le front, là, au lieu des kanji et des katakana. C'est ça. Du coup, bah, on a déjà un deuxième match. Alors, c'est pour les titres par équipe de la WWE entre les Smoking Guns et nos amis PG-13. Les maxi tuning. Les Maxi Tuning, le festival du tuning. On passe pendant les entrées en écran partagé avec Gorilla Monsoon qui nous annonce ce que tu nous avais un petit peu spoilé la semaine dernière, à savoir que l'Undertaker est blessé gravement au visage suite à l'attaque de Mabel après le Six-Man Tag, et que donc Mabel n'a plus d'adversaire, qui va annoncer un nouvel adversaire pour Mabel à In Your House 4, et qui de mieux que celui qui a aidé Mabel à blesser l'Undertaker, Yokozuna. Donc ils annoncent Yokozuna contre Mabel. Quelle est la logique là dans ce match? Je ne sais pas, à part l'opportunité de faire un match Gros de contre monstre, gros. gros contre gros là. Moi je me dis que peut-être dans la logique tu peux te dire que allez, vous êtes deux méchants, vous avez fait tous les deux une connerie, et ben vous allez payer les pots cassés ensemble, vous allez devoir vous mettre sur la gueule. Ouais, bon, ça reste quand même pas très judicieux comme choix, je trouve. Hein. Oui. Mais bon. Je sais pas si tu te souviens, il y a quelques semaines, lorsqu'on avait vu les PG-13 pour la première fois, j'avais dit qu'ils ressemblaient pas trop à des rappeurs, mais plutôt des mecs qui font du tuning. Oui. Est-ce que t'as capté avec quel objet ils viennent sur le ring aujourd'hui? Ah, avec des roues, avec des enjoliveurs. Eh oui, mec, des enjoliveurs. Bah oui, c'est ça. Bah oui, mais oui, bah c'est, bah oui, la frontière est mince entre le tuning et le hip-hop. Hein. Oui, c'est vrai, oui. Il y a au moins un quartier de différence. Exactement. Bon, alors ce qui est quand même dramatique, c'est que ils ont gagné un match contre des jobbers en 2 minutes et ils ont immédiatement une opportunité pour les titres par équipe. Hein. Oui, mais après, Donc, il faut aussi mettre dans le contexte de la journée, parce que tout ça a été shooté la même journée. Donc si ça n'avait pas été shooté la même journée, ça aurait été compliqué de les builder. Alors que là, au même endroit, le même jour, tu peux les faire gagner un match il y a 3 semaines. Au moins tu seras sûr d'avoir une bonne réaction de la foule lorsque le match de championnat arrivera dans 3-4 heures, quoi. Oui, mais voilà, ça en dit aussi long quand même sur le manque de profondeur terrible de la division tag à ce moment-là. En parlant de division tag, à un moment il y a une pause pub, oui. Je crois au bout de plusieurs minutes de match quand même, et il y a Vince qui dit je sais plus quels sont les termes exacts, mais c'est du genre regardez, tag team action. On voit qu'on est en match par équipe, mec. Ça fait 5 minutes que ça a commencé, quoi. Et en plus, au début du combat, il se passe quasiment que dalle. Oui, non, il se passe vraiment pas grand chose, à part, oui, des petites choses rigolotes au niveau des commentaires. Donc, PG-13, ça voudrait dire, en français, on pourrait traduire ça par interdit aux moins de 13 ans. Exactement. Et donc, Vince demande pourquoi on les appelle comme ça, et Jerry Lawler répond parce que leur mère les accompagne encore au cinéma. Donc, bon, après voilà, enfin ils sont décrits comme des blagues, ils sont pas du tout présentés comme des menaces. Il y a une séquence hyper tôt dans le match où Bart Gunn s'amuse vraiment littéralement avec les deux. Bon, c'est des jobbers de luxe. Ça dure pas très longtemps. Les Smoking Guns gagnent avec leur combo finish là, le sidewalk slam,
et le leg drop de la troisième corde. Alors oui, putain, il y a un moment où donc le deuxième PG-13, là, je sais pas comment il s'appelle, essaye de venir casser le tombé. Jiminy Billy Boy. Jiminy Billy Boy, il se prend les pieds dans les cordes et il tombe comme une merde. Et donc là, on avait Bart Gunn qui veillait et qui s'apprêtait à le repousser, qui fait un signe à la foule en les regardant du genre bon bah il est tombé tout seul, j'ai plus rien à faire quoi. Et il fait un sourire à la foule du genre bon allez, on continue. C'est le dernier match des PG-13 à la WWE avant un long moment. Là, on en reparlera plus tard dans l'année 1996. Dans un an, un peu plus d'un an. Oui, on ne dit rien. Voilà, on nous annonce un match intéressant là, que les Smoking Guns vont défendre leur titre par équipe contre le 1-2-3 Kid et Razor Ramon à In Your House. Un des rares matchs qui m'intéresse dans la carte, moi personnellement. Voilà, on a ensuite une petite vignette de promo pour... la semaine prochaine, on aura Bertha Faye qui affrontera Alundra Blaze pour le titre féminin. Donc ce sera le premier match féminin de la Monday Night War. Oui, enfin féminin, hein. Oui, hein. Bon. Sans commentaire. Ensuite, on voit des images là du Bulldog. Le Doc Hendricks. Oui, c'est ça, qui interview Jim Cornette et le British Bulldog. Voilà, Cornette parle pour le Bulldog, il annonce la victoire ce dimanche contre Diesel, donc il annonce un changement de titre. Le Bulldog demande plus de respect, et voilà, et insiste bien sur le fait qu'il a déjà battu Diesel la semaine dernière et qu'il va le refaire ce dimanche, cette fois-ci, avec le titre en jeu. J'ai trouvé que la manière de Doc Hendricks d'interviewer était assez illish. Parce que dans le discours qu'il tient, parce qu'il interviewe le Bulldog vraiment comme s'il avait battu Diesel, et il n'y a aucune mention de l'aide de Yokozuna ou autre. Donc c'est vraiment, c'est un petit peu à la Jerry Lawler un peu, où voilà, on oublie la réalité pour vraiment pusher un truc qui est un petit peu déconnecté de cette réalité. Oui, c'est vrai. Après, je pense que ça fait bien son travail parce que là, le Bulldog a quand même vraiment besoin de ça pour être considéré comme quelque chose face à Diesel à ce moment-là. Hein. On enchaîne ensuite avec une promo de Ahmed Johnson, la superstar. Il parle pas de beaucoup de choses intéressantes. Là, il évoque des concepts d'honneur, les sacrifices qu'ont fait sa maman, et que tout ça ne sera pas vain, qu'il rendra justice à tout ça. It's not gonna be 20. Exactement, rien de bien intéressant, mais bon, c'est plutôt cool de voir Ahmed Johnson quand même à l'écran, une machine de guerre à ce moment-là, quoi. Il nous réserve pas mal de surprises pour ses débuts. Oui, on a hâte de voir ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir ça. On a déjà un troisième match dans ce show avec Dean Douglas contre un jobber, Joe Dorgan. Alors, Joe Dorgan, pour les amateurs de la ECW, c'est Johnny Swinger. C'est son seul match à la WWE, je crois bien. On revoit l'attaque de Dean Douglas sur Shawn Michaels. En fait, on voit pas le match. on voit, enfin, tout le match sert de plateforme à Vince pour expliquer un incident assez étrange. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais ils prennent tout le match pour expliquer que Shawn Michaels a été attaqué à la sortie d'une boîte de nuit à Syracuse par 10 voyous. Oui. Il considère le truc comme assez sérieux. Ils disent qu'il y a une enquête policière en cours, que Shawn Michaels a été hospitalisé. Du coup, on a un merveilleux petit passage où on a Shawn Michaels au téléphone qui nous donne des nouvelles. Et on s'interroge sur la pertinence de tout ça parce qu'il dit que tout va bien et que finalement il sera là à In Your House sans aucun souci, que c'est pas trop la forme en ce moment, mais que ce dimanche il sera en forme. Écoute, tant que c'est la forme dimanche, ça va. Mais moi, je vois pas trop pourquoi. Oui, c'est ça. Pourquoi il balance ce match de jobber ? Pour pouvoir avoir le temps d'expliquer la situation de Shawn Michaels, j'imagine. Qu'il fasse un aparté ou qu'il l'explique, parce que quand tu compares franchement à la manière dont il monte les shows par rapport à Nitro, la WWE, clairement, elle peut plus se permettre de faire des matchs de jobber comme ça, quoi. On n'est pas superstar, surtout si les 4 minutes là, qui sont consacrées à ça, c'est pour parler de l'incident de Shawn Michaels, le match Dean Douglas-Shawn Michaels à In Your House et compagnie. Rien n'empêche de faire un truc genre le Event Center au Superstar ou le Doc Hendricks avec les statues, les figurines taille grandeur nature des mecs. Enfin, tu vois, qui sont pas obligés de, en plus
dévier l'attention du public en expliquant quelque chose qui est malgré tout clé pour la storyline, dévier l'attention avec un match qui ne sert strictement à rien, quoi. Donc personne ne regarde le match, personne n'écoute vraiment, et si tu écoutes vraiment, tu regardes pas le match, donc le match ne sert à rien. Oui, c'est ça en plus, parce que le finish est même pas vraiment couvert. Là, il gagne avec son final exam, là, donc son finish qui est une perfect plex. Mais oui, le finish est même pas vraiment mentionné parce que le match se finit pendant qu'ils sont en train de raconter l'histoire de Shawn Michaels. Donc bon, c'est sûr. Mais après, tu parlais du Doc Hendrix. Alors cette fois-ci, on n'a plus les mannequins qu'on avait adorés dans les épisodes précédents. Maintenant, il y a des restrictions budgétaires. Ils vendent lui-même les t-shirts. Et il présente un t-shirt des Two Dudes with Attitudes et il nous présente un t-shirt qui est mais gigantesque, ça doit être un truc genre taille XXL et il nous annonce que c'est la seule taille et que c'est une taille pour tous. Voilà. Donc moi personnellement, j'aurais pas pu l'acheter celui-là. Oh, tu le fais laver à 60 degrés, c'est bon. Si tu veux l'acheter, tu appelles et tu peux le trouver à $20. Alors la dernière fois c'était $20, ensuite c'était passé à 16. C'est un petit peu la bourse, hein. Il y a des fluctuations de semaine en semaine. Maintenant voilà, là c'est selon. Donc oui, maintenant c'est $20 plus, faut quand même jamais oublier les $3,95 de frais de shipping. Donc oui, ça fait quand même une petite somme pour un beau t-shirt quand même. Ils vendent la typographie, etc. Enfin c'est un très 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 bon vendeur, le Doc. C'est un très bon vendeur, surtout qu'on va quand même noter le fait que ce t-shirt, je pense, hein, j'ai pas vu tous les t-shirts de la planète, mais du haut de mes 34 ans d'expérience, pour moi, je crois que c'est le t-shirt sur lequel il y avait le moins d'espace libre que j'ai vu de toute ma vie. Tous les centimètres carrés disponibles, il y avait un truc dessus. Oui, en termes d'occupation d'espace, là, ils ont maximisé vraiment. Hein. Le message est clair. Oui, il y a beaucoup de choses, surtout dans le dos, là, qui est beaucoup de choses devant, à la limite, mais dans le dos, s'ils avaient pu mettre des choses sur les manches, ils l'auraient fait aussi, quoi. Donc voilà, pendant ce temps-là, on voit qu'ils installent la petite cage pour Jerry Lawler, qui donc, on le rappelle, sera suspendu en l'air si jamais il intervient. Jerry Lawler est vraiment génial dans toute cette rivalité. Oui. Il dit à Vince qu'il veut pas y aller parce qu'il a le vertige et que la hauteur, ça lui fait saigner du nez. Donc, une précision qui aura toute son importance dans 10 minutes. Exactement, et du coup je t'avoue que moi j'avais totalement oublié ce truc là, donc ça m'a fait vraiment vraiment beaucoup rire. Bon, il faut meubler là pendant que le ring crew installe la cage principale cette fois-ci. Donc on a la présentation de la carte du In Your House qui arrive. Donc on va la rappeler, on a le match pour le titre entre le British Bulldog et Diesel, on a Shawn Michaels contre Dean Douglas, on a donc annoncé aujourd'hui les Smoking Guns contre le 1-2-3 Kid et le Razor Ramon, on a Hunter Stanley contre Fatu, et on aura les débuts hyper anticipés de Goldust contre Marty Jannetty. C'est pas français anticipé là-dessus, c'est un faux ami. De quoi ? Les débuts anticipés. Attendus. Attendu ? Ah pardon. Anticipé, oui, ça se dit pas anticipé. Je m'y attends parce qu'il y a une réaction, quoi. Oui, voilà. Pardonne mon faux ami. Non, mais tu es trop bilingue pour ton propre bien. Oui, c'est vrai, c'est possible. Ensuite, on a une promo de Goldust. Alors, elle m'a un peu déçu parce que quand j'ai vu Goldust, j'étais hyper content, mais en fait, ça a duré 10 secondes. Pareil. Ouais, petite déception. Il annonce simplement qu'il va offrir à Marty Jannetty un relooking. Et c'est terminé. Donc là, on revoit le couronnement de Mabel au King of the Ring 93. Oui, on comprend pas ce qui se passe. On rentre dans la catégorie pourquoi, qu'est-ce que ça fout là. Même si on comprend peut-être éventuellement l'enchaînement, parce qu'après on voit son attaque sur l'Undertaker la semaine dernière qui mène à une promo plutôt cool de Paul Bearer qui nous annonce ce qu'on verra ensuite, à savoir que l'Undertaker a le visage démoli et qu'il ne sera plus jamais le même. Alors au moment où on l'entend, on n'imagine peut-être pas ce qu'on va voir, mais quand on sait ce qui va se passer ensuite et que l'Undertaker reviendra masqué, etc., cette promo elle prend un peu plus de sens. La terreur. Donc, oui, c'est ça. Et qui reviendra pour s'emparer des âmes de Yokozuna et Mabel. Donc c'est quand même un gros programme. Le rendez-vous est pris. Oui, ensuite, putain Yann, alors on passe au main event entre Bret Hart et Isaac Yankem dans la cage. Avant que ça commence, on a une petite promo pour la semaine prochaine avec l'annonce d'une bataille royale. Alors moi j'étais quand même à cette époque-là hyper friand des batailles royales. Une bataille royale pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre intercontinental de Shawn Michaels. Et à ce moment-là, je regarde le network, je regarde le timing du show et je me dis putain, il reste 17 minutes de show. Oui. Et la peur commence à arriver.
Oui, mais alors concernant ce number one contender de titre de Shawn Michaels, oui, dis-moi. Ce week-end là, c'est pas In Your House 4 ou c'est le week-end d'après? C'est ce week-end. Bah voilà, donc on part du principe que Shawn Michaels va conserver son titre. Ah, alors c'est peut-être moi qui ai fait une erreur. Aspirant numéro 1 au titre intercontinental. J'ai déjà. D'accord. Voilà. Ne prenez pas en compte mon spoiler, n'est-ce pas? Très bien. Ce qui n'en est pas un d'ailleurs. Oui, c'est ça. Écoute, je brouille les pistes le plus possible. Tu es la dameuse du catch. Bah oui, je donne tout, comme ça il y aura quelque chose qui sera faux. Bon, bah voilà. Bon, après, on a le main event, quoi. Hein. La cage de 15 pieds de haut, donc ça fait 5 mètres approx. Moi, quand j'étais petit, je me souviens, bon, aujourd'hui, évidemment, c'est du mensonge parce que c'est du catch, etc. Mais même quand j'étais petit, je comprenais pas cette histoire de quand Raymond Rougeau disait une cage de 5 mètres de haut, parce que j'essayais de retourner dans ma tête tous les calculs possibles, dans tous les sens, pour essayer de comprendre comment éventuellement la cage pourrait se rapprocher des 5 mètres de hauteur. Mais force était de constater, même à l'époque où j'avais à peine 10 ans, que c'était impossible. Elle peut pas faire 5 mètres de haut. Je veux dire, il faut atterrir un moment. J'ai jamais compris pourquoi ils ont autant persisté. C'est comme Bobby Heenan la semaine dernière avec des roues de 8 mètres. Pourquoi est-ce qu'ils ont toujours persisté avec cette hauteur de cage de 5 mètres? Ouais, mais moi même là les barreaux de la cage beaucoup plus larges, moi ça m'a jamais plu, hein, même plus tard, etc. Les cages WWE à ce moment-là me plaisaient pas du tout. Moi j'ai toujours adoré. Pour moi une cage qui n'est pas une cage bleue avec les gros carreaux là, pour moi c'est pas une vraie cage. Ah bah tu vois, moi c'est exactement l'inverse. Franchement j'étais là par exemple, tu vois, il y avait le cage match entre Ric Flair et Arn Anderson. Pour moi c'est une cage doit ressembler à ça, tu vois. Donc écoute, les goûts et les couleurs, hein, tu vois, Arnold et Willy. Exactement. Bon, voilà. Ce match-là, franchement, il est vraiment pas bon. Écoute, moi j'ai bien aimé. C'est vrai, quoi. Oh, sérieusement? Putain, moi j'ai vraiment. Il était pas bon, c'était pas un grand match en cage, mais moi je me suis laissé prendre au truc. Effectivement, c'était assez long. C'était terriblement long, je trouve. Terriblement. Et franchement, oui, franchement, 17 minutes de cage match où en fait tout le match c'est des tentatives avortées là pour sortir de la cage. J'ai trouvé que c'était hyper long jusqu'à justement tous les micmacs qui arrivent qu'on va dévoiler tout de suite. Le setup du finish avec donc l'implication inévitable là de Jerry Lawler était beaucoup trop long, moi j'ai trouvé. Ça m'a vraiment pas plu. Et là pareil, je pense que c'était un des moments depuis qu'on regarde les épisodes où j'ai vraiment regardé le plus ma montre en me disant putain, vivement Nitro, vivement enchaîner Nitro là, parce que j'ai trouvé ça très long. Heureusement que t'as une Rolex. Heureusement que j'ai une Rolex, je ne porte même pas de montre, mais bon voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors comment il intervient, Jerry Lawler? Ah oui, parce que du coup, on peut on peut donc soit s'échapper de la cage, soit demander à l'arbitre de sortir, d'ouvrir la porte, d'ouvrir la porte et donc de sortir. À un moment donné, Bret Hart, à match gagné, il demande à Tim White, l'arbitre, d'ouvrir la porte. Il n'y arrive pas. Timothée Blanc. Exactement, il n'y arrive pas, il galère un petit peu avec sa clé. Et là, on voit Jerry Lawler avec des yeux hyper malicieux qui dévoile l'entourloupe à Vince McMahon et qui, tout content, lui montre qu'il a caché la vraie clé sous sa couronne en lui disant « Ne dis rien !» Genre, ne dis pas que c'est moi alors qu'il vient de l'annoncer à la télé nationale. Là. Bon, voilà, donc là, c'est le début des micmacs. On a un petit bulletin spécial qui s'affiche en bas de l'écran avec un numéro aussi pour appeler, pour avoir des nouvelles de la situation concernant Shawn Michaels. Le même Shawn Michaels qui vient de nous dire 5 minutes avant que tout va bien, quoi. Et qui sera présent ce dimanche. Tu ne sais jamais, Dimitri. Ouais, oui, c'est vrai il y a peut-être des choses qu'il n'a pas osé nous dire au téléphone. Par contre, un truc que Vince McMahon a osé dire à l'antenne, alors ça m'a rappelé un petit peu ce qu'il a dit récemment, là, en 2019, lors de la dernière réunion avec les investisseurs, au mois de juillet. Alors c'était quoi? Il y avait la controverse du sang de la AEW, tu sais, avec Sean Spears qui a mis un coup de chaise à Cody Rhodes. Oui. Donc le débat est apparu pendant cette réunion des investisseurs et Vince McMahon a dit que la WWE s'inscrivait entre guillemets en faux par rapport à ce que font ses compétiteurs parce que la WWE est un produit plus sophistiqué. Alors on va bien sûr passer le fait que le lundi d'après il y a eu l'angle avec Seth Rollins qui a complètement saigné de la bouche, etc. Bref, mais en parlant de produits sophistiqués, il y a un commentaire de Vince McMahon qui est d'une sophistication à toute épreuve.
Lorsque Jerry Lawler se fait mettre dans la cage, Vince McMahon dit « Si Jerry Lawler devait ressembler à Titi, Titi est Rominé, hein, le petit oiseau, eh bien c'est ce soir. » Je suis estomaqué par le ridicule, non seulement de l'idée, et en plus de l'avoir balancé en live à la télé nationale. Ah oui, non, c'est une image intéressante. Après, voilà, hein, c'est... Non, c'est de la merde. Non, même ironiquement, ça n'a rien d'intéressant, je suis désolé. Ah, moi, je sais pas, je trouve que c'était plutôt... Oui, bon, voilà, Titi et Gros Minet, écoute ça. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des références de ce type. Oui. Mais déjà, tu vas un peu vite en besogne parce que là, tu dévoiles à nos auditeurs que Jerry Lawler s'est mêlé du match et qu'il a fini dans la cage, quoi. Ah bah oui, bah attends, ça va, on est déjà à 26 minutes d'émission, on va pas non plus teaser le... Alors, quand il se fait mettre dans la cage, toi qui es... Exactement, toi qui es méga fan du Racing Club de Strasbourg, parmi les officiels, il y a le sosie de Gilbert Gress. Hein. Mais genre, oui. C'est vraiment, c'est certainement même lui. Je pense que c'est possiblement lui. C'est Gilbert Fat. Donc voilà, ça, à ce moment-là, le match est sauvé parce que Jerry Lawler garde son micro. Donc on l'entend. Bonjour la spontanéité. On n'avait pas du tout prévu que le mec aille dans la cage. Voilà, et là, franchement, ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup rire parce que du coup, clin d'œil à ce qu'il a dit avant, il commence à vraiment saigner du nez et il est à genoux dans la cage, et il pleure. Enfin, il rend le tout vraiment beaucoup, beaucoup trop dramatique. Il se remet l'oreillette à un moment. Je sais pas si t'as capté. Oui, quoi. Oui, c'est vrai. Mais les mecs, quoi. En plus, c'est pas live, genre mauvais plan de caméra comme à Nitro, tu vois. C'est enregistré, c'est monté, c'est vérifié. Fuck. Non, quoi. mais là, on est quand même dans du divertissement souvent de mauvaise qualité. Là, enfin là, c'est très très mauvais, mais du coup, c'est plutôt rigolo et c'est assez plaisant à suivre. Moi, je t'ai dit, ce match, moi, j'ai trouvé que globalement, c'était une petite catastrophe. C'est terriblement long. Et justement, tellement amoureux de la cage bleue que je m'étais dit que de toute façon, ça sera au moins moyen plus. Les conséquences de ça, c'est que déjà, comme on l'a dit, c'est la 4e émission qui est enregistrée dans cette salle à ce moment-là, donc je pense que les gens sont fatigués. Et là, sur le main event final de cette session d'enregistrement, on voit vraiment la salle se vider. C'est hyper flagrant. Les gens, on les voit, la salle est vide. Voilà, la salle est vide à l'arrière et on voit vraiment une bonne dizaine, voire plus de personnes qui se barrent pendant le match. Alors, faut pas oublier que c'est tout enregistré la même journée. Hein. Oui, c'est ce que je te dis, mais après, je pense que si tu avais été un main event... Les gars, ils en peuvent plus, quoi. Oui, mais bon, après, là, c'est à la WWE de faire en sorte que le dernier match maintienne le public en haleine, tu vois. Bon, comment ça se finit toute cette histoire? Il y a je te maintiens en haleine. Jerry Lawler Jet... en plus, avec Isaac Yankim, c'est une petite dédicace. Isaac Yankim. Ah oui, parce qu'il pue de lag. Exactement. Ouais. Donc, il y a Jerry Lawler qui lui jette la clé. Là, il y a un moment où c'est pareil, c'est assez surprenant parce qu'il y a Bret Hart qui tente un roll-up, mais il n'y a pas de tombée, quoi. Donc, c'est assez étrange comme moment. Il n'y avait pas un chewing-gum dans les années 90 qui s'appelait roll-up? C'est une espèce de malabar, une langue de malabar enroulée dans un... Tu confonds avec les roll-mops? Non. Vas-y, continue, je cherche. Donc ouais, enfin écoute, moi j'ai trouvé que c'était vraiment n'importe quoi, la confusion est assez grande sur la fin. Oui, c'est ça, roll-up. Dis-moi, des chewing-gums? Ouais, R-O-2-L apostrophe U-P. C'était une petite boîte en plastique avec, tu sais, les langues là, qui crépitaient un petit peu dans la bouche, mais version qui crépite pas et qui est malabar, quoi. Ah écoute, tu vois, putain, je me rappelle plus du tout de ça. Ah, moi j'étais fan des bonbons. Allez, vas-y. Donc, fin du match. Vas-y, ça... il me saoule cet épisode. Oui, écoute, moi, il me saoule le match. On a Bret Hart qui fait une descente du coude et qui ensuite s'échappe de la cage. C'est enfin terminé. Et là, toute l'attention, elle est pas concentrée. Elle est pas concentrée sur Bret Hart qui vient de gagner. Elle est vraiment concentrée sur Jerry Lawler dans la cage, qui pleure, qui rend le tout... C'est hyper théâtralisé. Moi, je trouve qu'il a été très bon là-dessus. Mais quand même, ce qui reste de la foule, c'est l'explosion de joie chez les enfants.
Ah oui, ça, écoute, ça m'a pas particulièrement Ah marqué. oui, bah, je dormais, j'ai pas vu. Ah non, moi, je t'ai dit, moi, ce match m'a complètement saoulé. Ça m'a vraiment pas intéressé. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ah oui, il y a le petit clin d'œil, la petite malice de Vince qui annonce, enfin, qui est toujours en contact avec Jerry Lawler qui est dans la cage et qui lui annonce avec le sourire en coin qu'il y a un petit problème technique et que malheureusement, on va pas pouvoir faire descendre la cage tout de suite. Et c'est sur cette magnifique image qu'on met un terme à cet épisode. Moi, j'ai trouvé que c'était le moins bon épisode de Raw depuis qu'on a commencé. Ça oui, Et- ça je suis et d'accord, qu'en dans la plus, globalité. c'est un tout petit peu plus grave en plus parce que c'est le dernier épisode avant In Your House, c'est le Go Home. J'ai vraiment trouvé qu'il faisait pas avancer grand chose. Et puis ouais, en termes de qualité, c'était assez mauvais, j'ai trouvé. Moi je suis toujours fan des cages bleues, donc ça m'a un peu sauvé le truc on va dire. Mais on va enchaîner direct avec Nitro, qui lui se déroule toujours en live devant 4000 personnes. On va quand même noter que donc dimanche prochain c'est In Your House 4, Halloween Havoc c'est dans 2 semaines, c'est pas encore dimanche. Ouais. C'est pas dimanche prochain, mais c'est le dernier Nitro avant un des angles les plus immondes et les plus absurdes de tous les temps. On vous en dit pas plus, en tout cas on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir ce dont il s'agit. Avec Donc, joie. oui, with joy. Donc on commence ce Nitro avec un petit récap de WCW Pro, une des autres émissions de la WCW. Il y avait WCW Saturday Night, il y avait WCW Pro, avec Ric Flair qui demande à Sting d'être son partenaire. Sting accepte. Et là, c'est la folie parce que c'est la première fois depuis 5 ans, depuis 1990, qu'ils vont faire équipe ensemble. Mais, Sting l'avertit que s'il y a embrouille, il le tue. Oui, c'est ça. You're dead. I leave you for dead. Donc tu vois, on est potes réconciliés, mais Hartung quand même, Il est pas dupe. parce que si ça chauffe, je te tue. Donc ce soir, gros main event par équipe. Vous allez voir ce dont il s'agit. Ensuite, on enchaîne avec un match pour le titre de la télé entre Diamond Dallas Page et Johnny B. Bad. Diamond Dallas Page envoie... Alors, j'ai pas trop compris sa gimmick, parce qu'il a un cigare, il est un peu rebelle comme ça, mais un peu à l'instar de Kofi Kingston qui envoie des pancakes aujourd'hui dans la foule, Diamond Dallas Page, lui, il envoie des frisbees. Voilà. Je sais pas trop ce qui se passe. Diamond Dallas Page. Un cigare frisbee, quoi. Voilà, c'est assez clair. Ouais, c'est la gimmick de le mafieux de l'ultime. C'est the ultimate mafieux, quoi. Donc DDP attaque Johnny B. Bad avant même que la cloche ne sonne. Il l'attaque avec sa ceinture. Johnny B. Bad est direct KO. Et Bischoff, là, il le traite d'ordure. Donc le match n'a pas eu lieu. DDP fait quand même le tomber lui-même. Ouais. Et à ce moment-là, alors, coïncidence, raté du timing, la cloche sonne. Donc, mais elle sonne pas parce qu'il a fait le tomber pour lui-même, elle sonne parce qu'ensuite Dave Penzer va annoncer que le vainqueur du match, alors dans cet épisode de Nitro, au niveau des finishes, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, on va voir pourquoi. Et ça commence dès maintenant. On annonce que le vainqueur du match, c'est Johnny B. Bad par disqualification. Ouais. Sauf que DDP l'a attaqué avant même la cloche, donc le match n'a jamais commencé, donc il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de perdant, il n'y a rien. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais on annonce quand même que Johnny B. Bad est vainqueur par disqualification. Donc on commence bien. Cette semaine, elle était un peu plus difficile à regarder quand même, globalement, on va dire. Hein. Oui, globalement, oui. Surtout quand on enchaîne avec la pub pour Halloween Havoc. Donc c'est, je crois, au bout de 3 semaines, c'est la 19e fois qu'on voit qu'il va y avoir le match homme contre homme et monstre contre monstre. Dans toute la promo pour Halloween Havoc, il n'y a pas eu une seule seconde sur un autre match en fait. Oui, ça je l'ai mis un petit peu plus tard dans mes notes. Effectivement, c'est un match, enfin c'est un one match pay-per-view quoi. Et quel match? Après, heureusement, c'est les nuages quittent le ciel et il y a quelques éclaircies, même de grandes éclaircies, car on a un match entre Eddie Guerrero et Chris Benoit. Alors j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage quand même parce que la foule est pas vraiment présente. Ouais, c'était déjà le cas sur le Eddie Guerrero contre Dean Malenko. Hein. Il y a quelques semaines, on voit que la foule n'est pas encore habituée à ce type de qualité. Ouais. Par contre, dans ce match, je crois qu'il y a le powerbomb le plus horrible que j'ai vu toute ma vie. Quoi.
Le whiplash là, de la tête de Eddie là, qui fait le coup du lapin quasiment. Donc c'est Chris Benoit qui fait un powerbomb à Eddie Guerrero, donc il le soulève. Eddie Guerrero est assis sur ses épaules, position normale de powerbomb, et au lieu de le rabattre avec plus ou moins de force selon les affinités et les appétences de chacun, là en fait je pense qu'il a mis toutes ses forces pour l'écraser le plus fort possible sur le sol. Et c'était... alors c'est un petit peu malsain, parce que je l'ai regardé 18 fois de suite, évidemment. Mais c'est horrible, quoi. Ouais, c'est hyper violent, surtout que ça fait suite. Moi, j'avais aussi noté qu'il y avait un backdrop driver là, de Eddie Guerrero sur la nuque de Benoit, là, vraiment à la Steve Williams contre Kenta Kobashi, là, dans les plus grandes heures du catch japonais. Et peut-être que c'est une petite manière de one-up, tu vois, de faire encore mieux. Mais c'est vrai que là, la powerbomb, la tête de Eddie Guerrero, c'est vrai que moi je l'ai regardé aussi plusieurs fois, la tête de Eddie Guerrero rebondit vraiment en arrière, quoi. Ouais. Ah oui. Moi, ce qui m'a frappé pendant l'entrée de Eddie Guerrero, en fait, c'est que de tout temps, à part de mini-exceptions comme la musique de la NWO, la musique de Harlem Heat, la WCW n'a jamais été capable de produire la moindre musique correcte, ou une musique où dès la première note, comme c'est le cas à la WWE depuis toujours, dès la première note tu sais qui vient. Bon, aujourd'hui c'est moins le cas, je trouve, mais à l'époque les musiques WCW elles passent, enfin tu sais pas qui arrive, quoi. Même quand j'étais petit, je savais pas si c'était Rey Mysterio ou Dean Malenko qui arrivait, parce qu'ils avaient exactement la même musique. Non, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est vraiment, c'est très c'est très vrai. Je sais pas du tout pourquoi est-ce qu'ils étaient jamais capables de produire des trucs de qualité. Bon, après au niveau du match, bon bah c'était évidemment bon. Flying Crossbody de Eddie Guerrero à l'extérieur du ring, toujours superbe, avec la hauteur absolument géniale. Il y a eu un tout petit couac quand il a tenté un 619 là pour se remettre dans le ring. Oui, il y a eu une belly to back de Benoit vers l'extérieur du ring où les hommes, tous les deux, passent par-dessus la troisième corde. On remarque aussi que, moi j'ai remarqué, je sais pas si tu l'as remarqué, le souci du détail. Eddie Guerrero, il se fait travailler le bras droit. Alors déjà, c'est un petit peu étonnant parce qu'en général, on bosse à gauche dans le catch, mais au Mexique, on bosse un peu à droite, donc peut-être que Benoit faisait ça pour faire plaisir, entre guillemets, à Eddie, mais ce qui m'a estomaqué, c'est que quand il se fait envoyer dans les cordes, eh bien, Eddie Guerrero ne lève pas le bras droit que normalement on lève pour saisir la corde par sécurité. Donc ouais, il se fait envoyer dans les cordes et en fait, comme il est blessé du bras droit, il se démerde pour courir dans les cordes de manière non sécurisée. Donc j'ai trouvé ça vraiment remarquable, autant que les chops de Benoît. Donc ouais, la foule est un petit peu dead quand même, mais il y a de grosses pops sur les moves parce que j'ai l'impression quand même que le public prend peu à peu conscience qu'il est en train de voir quelque chose d'inédit, en tout cas pour les États-Unis. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, non, mais c'est vraiment comme dit, le timing est parfait, la précision est dingue, le travail est hyper méthodique, l'exécution c'est la perfection. Franchement, moi j'ai trouvé que ce match était encore mieux là que le Eddie Guerrero Malenko qu'on a pu voir dans les épisodes précédents. Donc du coup, là, voilà, on est à l'épisode 7. Je pense que c'est sans aucun doute le meilleur match qu'on a vu depuis le début de cette Monday Night War. Ouais, j'étais un tout petit peu déçu qu'ils finissent le match sur une Dragon Suplex parce qu'elle vient juste après le Powerbomb qui de toute évidence on pouvait pas faire mieux, plus hard, plus à propos pour une fin de match. Donc c'est un petit peu dommage, j'ai trouvé, parce qu'elle tombe un petit peu à plat, quoi. Oui, mais ça va. Moi, ça m'a pas choqué, mais non, franchement, c'était vraiment très, très, très bien. Ouais. Après, comment il s'appelle, Eric Bischoff nous annonce, donc il confirme un petit peu, que la WCW veut établir une division Cruiserweight. Oui, et que donc toutes ces signatures vont être suivies d'autres signatures et que alors c'est la possibilité d'une création. On est dans un teaser. Mais c'est bien, c'est bien. C'est vraiment chouette. Alors par contre, mec, la WCW Hotline. Ah putain, oui. 1,90$ la minute. Une belle affaire. Ouais. Et pour inciter les gens à appeler, en fait, donc la hotline, c'était pour avoir des scoops. Tu vois, savoir un petit peu ce qui se passe dans les coulisses, avoir des infos qu'on ne voit pas à l'antenne, etc., etc. Chose qui était effectivement le cas pour la WWE à l'époque. Ouais. Sauf que la WCW, pour inciter les gens à appeler,
eh ben, on va pas donner des scoops de la WCW. On va donner des scoops sur ce qui se passe, je te le donne dans le mille, à la WWF, et notamment l'incident de Shawn Michaels dans le bar. Ouais. Donc, ouais, la WCW... Ils disent d'ailleurs qu'il s'est fait... rosser la gueule. Par un fan. Pas Oui. un seul fan, alors que la WWF avait annoncé que c'était 10 voyous. 10 À la bikers. WCW, c'est un seul fan. Oui, qui avait la grippe d'ailleurs. Donc voilà, la WCW. Comment... Moi, je pars toujours du principe que quand on... Comment dire? Quand on acknowledge, dis-le-moi en français. Quand on reconnaît l'existence de la compétition, on se place inconsciemment en dessous de la compétition. Ah oui, là, on a hâte de voir la AEW faire une hotline pour qu'on puisse comprendre un petit peu la situation de Sasha Banks. Oui, je pense que ça n'arrivera jamais, quoi. Donc après, on a une interview du Giant accompagnée... Enfin, théoriquement, on nous dit que c'est une interview du Giant accompagnée de Kevin Sullivan, mais c'est Kevin Sullivan qui prend la parole. Ça m'a endormi. La seule chose qui a réussi à me maintenir un petit peu éveillé, c'est la ridiculerie du maquillage de Kevin Sullivan, quoi. Sérieux, franchement. C'est pas quoi. Moi, j'ai plutôt... Ouais, comme tu dis, c'est assez ridicule, mais pareil, on n'attend peut-être pas les mêmes choses, mais moi, j'ai trouvé ça plutôt divertissant, parce que enfin, la dramatisation du truc en disant que voilà, en lui retirant sa moustache, on lui a retiré son identité et tout, moi, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Et ils disent que voilà, que tous les orphelins de la Hulkamania deviendront les enfants du Dungeon of Doom. Moi, ça m'a vraiment fait sourire, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Mm-hmm. Ouais, bah après... Il y a souvent des alliances comme ça où le géant met la main sur le visage de Minjin en petit clin d'œil à André. Oui. Bon, oui. Non, moi j'ai trouvé que ça remplissait sa fonction, c'était plutôt cool. D'accord. J'aime bien Dungeon of Doom depuis quelques semaines, moi. Moi, pas spécialement. Disons qu'il y a des binômes comme ça où t'as un mec qui est pas capable de parler, que tu peux mettre évidemment avec un mec genre Polyman, Bobby Heenan, un gars qui peut parler en son nom. Là, Kevin Sullivan, c'est pas non plus... ça rue pas dans les brancards niveau promo, donc... non, moi, ça m'a pas convaincu. Par contre, tout de suite après, on a le Disco Inferno. Quel bonheur, putain. Cette fois-ci, il était encore plus propre que d'habitude, là. Sa tenue est encore plus... vraiment, vraiment magnifique, là. Un costume blanc avec la petite chemise noire, là. Impeccable. Mais quelle tête de con il a. C'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Un nuisible. Il se fait interrompre par qui? Par Ming ou Jim Duggan? Je sais même plus. Alors c'est Ming, mais du coup, alors là moi j'étais super déçu parce que franchement je m'attendais à ce que Ming le dévore, quoi. Je m'attendais à vraiment à ce qu'il se fasse détruire, quoi. Et en fait il est juste passé devant. Non, Ming il vient avec sa capuche slash masque qui ressemble plutôt à un tortue ninja du pauvre. Oui, et du coup il peut pas voir parce que les yeux sont pas au même endroit. Ouais. Je sais pas si tu as vu ça, la capuche est très très mal découpée, oui. C'est ça le tortue ninja du pauvre en fait. Parce que si t'es bien découpé, ce serait le tortue ninja tout court. Ça serait Donatello. Voilà. Le finish, bon, c'est le pouce de la mort de Ming sur Jim Duggan. Ouais, moi j'étais surpris de voir que Duggan était quand même encore hyper over, quoi. Les gens l'aiment beaucoup. Hein. C'est un patriote. Oui, mais je m'attendais pas à avoir des pops de ce niveau sonore en 95 pour Jim Duggan, tu vois. Oui. Que dire? Bon, je pense qu'il n'y a rien à dire de ce match de merde, hein. Ça a duré 2 minutes 20. Bah non, à part que voilà que le donjon reprend un peu du poil de la bête. Oui, avec Ming sur Jim Duggan, bravo. Ah oui, bah ouais, Bonjour l'accomplissement. L'élan commence quelque part. Hein. Ouais, comme disait le Rennes, voilà. Ensuite, Hogan, qui est toujours en deuil, habillé en noir, arrive. Il nous rappelle au bon souvenir du match qu'il avait opposé au père du géant dans la même ville d'où on est ce soir, c'est-à-dire Indianapolis. À l'époque, il avait catché contre André le Géant, qui est toujours revendiqué comme le père du géant WCW, devant 94 000 personnes. Donc déjà, on a gagné 1000 personnes par rapport au faux chiffre officiel de 93 000. Oui. On rappellera pour les fans... mal de gonfler un peu. Oui, on rappellera pour les fans quand même que le vrai chiffre de WrestleMania 3, c'était 78 000 spectateurs. Les promos enregistrés, je sais pas. Des fois, je trouve ça bon, des fois, je trouve ça... faible. Là, j'ai trouvé que ça avait... Je sais pas comment dire. J'étais tiraillé entre... Est-ce qu'elle est très bien ou est-ce qu'elle est très mauvaise?
Voilà. Écoute, moi là, encore une fois, là, je l'ai trouvé plutôt très bien. Elle m'a fait sourire à un moment donné parce que, alors autant le géant se revendique fils de André, mais là, Hogan se revendique Don Corleone du catch. Oui. c'est quand même une image intéressante aussi là. Moi, ça m'a plutôt fait rire. Et surtout, il revendique la Hulkamania comme the strongest force in the universe. Oui, et qu'il a le pouvoir de mettre à genoux tous les promoteurs de catch. Oui, c'est-à-dire Bischoff, ce qui est déjà fait, ou Vince McMahon. C'est ça. Ouais, non, c'est un nombre conséquent. Et moi, j'ai bien aimé aussi Jimmy Hart qui s'inquiète un petit peu. Tu le vois dans son regard, qu'il est pas serein et qu'il se dit putain merde, qu'est-ce qui est en train de devenir mon copain, tu vois. Il s'inquiète du tournant que prend Hogan. Moi, je trouve que c'était plutôt pas mal là. Et il dresse des enjeux irréels pour le match de Halloween Havoc quand il dit qu'il va se battre pour le destin du catch. Oui, mais finalement, le futur du catch. Si tu es la force la plus forte de l'univers, forcément, ce qui va se passer à Halloween Havoc, ça va déterminer le destin de toute l'humanité. Donc le destin destin du catch sera le passager du Monster Truck de Hulk Hogan, c'est ça? Machine versus machine. Et donc après, il dit qu'il va aussi enterrer le géant juste à côté de son père. Moi, j'ai trouvé que c'était assez virulent là comme parole. J'ai trouvé que cette promo était plutôt bien. Bon, je pense que le lendemain d'Halloween Havoc, il faudra quand même qu'on fasse un épisode plus long avec un aparté sur ce qui se passe à Halloween Havoc. Parce que quand il parle d'enterrer quelqu'un, il croit pas si bien dire. Bah oui, justement, ça tease un petit peu. En parlant de teaser, Arn Anderson et Brian Pillman contre Ric Flair et Sting. Le match commence avec Sting qui ne vient pas. Ouais. Donc on nous a fait chier pour que les mecs soient en équipe. Mais Sting n'est pas là au début du match, qui est dominé par Ric Flair, qui arrive quand même à faire face à tout ça grâce à ses chops absolument géniales. Il y a même l'arbitre à un moment qui bump pour vendre une chop que prend Arn Anderson. Voilà, c'est tout. C'est fini, à la semaine prochaine. Non, ensuite, le public est hyper chaud, et puis ça marche en fait parce que les gens meurent d'envie de voir Sting, chantent pour lui, etc. Et donc du coup ça explose quand il arrive finalement. Ouais. On va rappeler aussi l'importance de bien se brosser les dents, d'avoir une hygiène bucco-dentaire irréprochable, parce qu'à un moment il y a un gros plan sur Flair qui est très chaud là, qui commence à hurler. On voit qu'il a la bouche infestée de caries. C'est ça, c'est les roll-up, hein. Ouais, c'est ça. Donc oui, la foule réclame Sting, c'est un peu... En plus, ce qui était étrange par contre là-dessus, c'est que il y a personne qui dit « Ah ben, Sting n'est pas là, quand est-ce que Sting va arriver ?» Il est juste pas là. Oui. Et quand il arrive, en fait, il arrive juste quand Flair commence à se faire dominer. Donc moi, j'imaginais plutôt un Sting qui arrive pour faire le hot tag ou quelque chose, alors que là, il arrive et puis on est dans le ventre mou pendant la hit du match, quoi. Donc bon, pourquoi ? Après, c'est pas forcément maintenant qu'on aurait besoin de lui, il faut un petit peu faire monter la sauce, tu vois, mais à la limite, je peux comprendre l'idée, parce qu'avoir Sting là, ça permet aussi de builder la frustration pendant qu'il est là, mais que Flair ne peut rien faire, tu vois. Ouais, non, mais après il donnera ses explications aussi, hein. Oui. Après, il y a le hot tag, Sting pète les plombs, et à ce moment-là, il y a Inan qui dit « Ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas fait équipe, mais ça marche toujours bien entre eux, c'est bien huilé. » Alors que les mecs, ils ont fait un tag en 8 minutes, tu vois. Donc ouais, la foule est complètement en délire. Par contre, le délire, mais le pas bon délire, c'est la fin du match. Ouais. Donc, oui. La foule est en délire, je ne peux pas le dire suffisamment. C'est la folie la plus complète. Elle mange tous les mouvements de Sting, quoi. Les gens, ils sautent dans le public, ils ont les bras en l'air, c'est le bordel. Sting arrive à envoyer Arn Anderson et Pillman à l'extérieur du ring. Et puis là, en fait, ils se font compter à l'extérieur. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'entend jamais le compte. Oui, bah oui. Ouais. Donc c'est une soirée vraiment où il y a des soucis. Attends, il y avait aussi une merde avec Ming et Jim Duggan. Ah mais oui, l'autre là, Ming, il fait le pouce de la mort, il lui met le pouce dans la gorge. Donc le mec, soit il doit s'endormir, soit il doit abandonner, on est d'accord. Ouais. Et Duggan ne fait ni ne tape, ni n'abdique. Mais il s'endort. Non. Et si tu t'endors, il faut quand même faire le bras 3 fois. Oui. Et oui, c'est vrai. Nick Patrick, cet arbitre que je porte dans mon cœur, voilà, il annonce le finish de Ming comme ça. Donc ça fait la 3e fois dans le même show qu'il y a un finish qui sort de nulle part et qu'il n'y a aucune matérialisation du finish pour qu'on comprenne ce qui se passe.
Et en plus, le micro de Dave Penzer, après, il est un petit peu off, donc on entend par le son des caméras l'annonce faite dans la salle, mais au début, le son n'est pas synchronisé avec le son que toi, tu as en tant que téléspectateur. Ouais, non, c'est vrai que la fin était vraiment étrange et c'est plutôt dommage parce que c'était plus un segment qu'un match, mais c'était quand même très, très bien. Hein. C'était très réussi. Oui, le match était super, mais il était complètement parasité par cette fin. Ouais, Où ouais. même les commentateurs, au début, ils disent qu'ils comprennent pas c'est quoi le finish du match. Et ensuite, quand il y a la cloche 6 heures après et l'annonce de Dave Penzer, il dit ah bah voilà, Arn Anderson et Brian Pillman se sont fait compter à l'extérieur du ring. Ouais. Donc ouais. On aura a priori le même match à Halloween Havoc. Parce qu'ils vont Oui, c'est ça explique un petit équipe. peu cette fin un petit peu étrange. Ça... Oui, mais ça t'empêche pas de faire une fin logique et au moins bien orchestrée, on va dire. Ah non, mais j'essaye de me faire l'avocat du diable. Bien sûr, l'avocat du diable, en fait, il essaye de défendre que tu donnes un match à la télé de 6 minutes, gratuitement, avant de le mettre en pay-per-view dans une semaine ou 2 semaines, quoi. Ouais. Bon, c'est ce qu'on fait, oui, bon, c'est ce que font aussi la WWF. Oui, mais pas avec des angles qui sont aussi importants pour le show en lui-même, avec un gros match main event. Rien n'est important à Halloween Havoc à part les Monster Trucks. Est-ce que tu écoutes un peu ? Exactement. On va nous le rappeler pour la énième fois pendant la récap de fin, et on va nous dire que la semaine prochaine, il y aura Luger contre Sting contre les Harlem Heat. Luger et Sting. Oui, je dis quoi ? Contre Sting. Ah pardon, non. Lex Luger et Sting contre les Harlem Heat. On aura Chris Benoit et Dean Malenko contre Alex Wright et Eddie Guerrero. Mais ouais, voilà, globalement, j'ai pas compris ce qu'ils ont foutu avec les matchs, enfin avec les finishes de... Il y a 4 matchs dans ce show. Non, Attends, on regarde. Attends, 4 matchs. 1, 2, 3. Non, il n'y a que 3 matchs. Hein. Non, il y a 4 matchs. Il y a Eddie Guerrero contre Chris Benoit qui tient la route. Tous les autres, c'est un finish absolu. Enfin, c'est horrible, quoi. C'est du catch à son pire, malheureusement. Ouais, après bon, il y a l'excuse du live que la WWE n'a pas, parce que là il y a des choses qui ne font pas de sens à la WWE alors qu'ils sont enregistrés, donc c'est encore plus grave. Mais oui, c'est vrai que là sur ce show, il y avait plusieurs mêmes approximations que la WCW nous avait pas habitués à ça depuis le début. C'est exactement la phrase que j'allais dire. Mais bon, franchement, je considère pas que c'est trop demandé que de bien synchroniser le timing de la fin d'un match, la cloche, l'annonce, la musique, etc., quoi. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça m'a surpris aussi de voir que il y avait un petit côté un peu moins pro là sur tout ce show. Oui. Donc on va voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Oui, c'est vrai que niveau Raw et Nitro, c'est peut-être les 2 épisodes les plus entre guillemets faibles qu'on a reviewés depuis le début de la Monday Night War. Oui, vraiment. Oui, je pense que c'était le plus mauvais Raw et le Nitro est le plus confus et donc un peu non, je pense que c'était les 2 plus mauvais shows pour l'instant. Ouais, j'espère que ça va pas continuer parce que pour le moment je prenais un grand plaisir à regarder ça. Mais non, t'inquiète pas, et puis on parlera de Monster Truck, tout ira bien. Ah oui, le bonheur. Bon, moi en tout cas je vais essayer de me retrouver sur Amazon des paquets de roll-up. Comme ça, je pourrais peut-être en mâchouiller pour la semaine prochaine. D'ici la semaine prochaine, écoutez, comme d'hab, gardez la passion, matez du cash 24h/24. Dimitri, merci pour ta précieuse aide dans ces reviews. Merci à toi, toujours un plaisir. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine, le 23 octobre à midi, pour le prochain podcast de Wrestling Radio. 8e épisode de la Monday Night War. Allez, bye bye à tous, et bye bye à toi, Dimitri. À bientôt. Yeah.